D'abord, euh, sur les possibilités de modification du code. C'est une question politique et c'est une question qui nécessite le dialogue politique entre les différents acteurs. Dialogue politique au sens large du terme. Dialogue entre les partis politiques qui se trouvent à l'Assemblée nationale, d'une part, mais dialogue politique qui implique les autres forces sociales du pays, pour au moins recoller à l'un des grands principes de ce qui a fait notre succès politique jusque-là depuis 90, le consensus. Et je crois que nous avons un peu de temps encore pour ça. Les candidatures pour la présidentielle doivent être déposées en octobre 2025. On a à peu près aujourd'hui un an pour que si la volonté politique d'améliorer le contexte est partagée de tous les camps, que l'on puisse aller vers ce que l'Église catholique a demandé et qui, à l'expérience, devrait nous permettre d'éviter ce qui est arrivé en 2019, en 2021. Je crois qu'il y a une nécessité pour la plupart des acteurs politiques aujourd'hui de travailler à ce qu'il y ait la paix dans le pays. Parce qu'au fond, on voit bien que lorsque la paix est relativement absente du pays, elle ne profite pas, elle ne profite à personne. Et il n'y a pas que les citoyens simples, il n'y a pas que les acteurs de l'opposition, il n'y a pas que les acteurs critiques qui en souffrent, même des acteurs de la majorité en souffrent. Donc, s'il y a la paix, cela arrangerait tout le monde. Et si le code est le plus juste possible, cela éviterait tout ce que nous avons connu de par le passé. La deuxième chose que je souhaiterais dire sur comment s'en sortir, c'est peut-être un peu plus de mobilisation de la part de la société civile et des citoyens. On a bien observé que la mobilisation des acteurs politiques strictement n'a pas fait changer les choses. On a vu aussi que, je dirais pas la réticence des acteurs les plus importants du pays à aller au dialogue n'a pas aidé. Donc, s'il doit y avoir des mobilisations, cette fois-ci, me semble-t-il, des citoyens, ce ne doit pas être des mobilisations contre quelques acteurs politiques, mais ce doit être des mobilisations pour pousser au dialogue. Pour pousser au dialogue, parce qu'on a l'impression que cela manque et que les acteurs sont un peu plus braqués. Enfin, euh, si l'on n'essaie pas de tuer quelque peu les causes du problème, les effets ne vont pas disparaître. Les causes, c'est quoi? C'est d'abord, me semble-t-il, la volonté manifeste de contrôler par un seul camp le pouvoir. Or, la démocratie est un lieu vide. Personne ne peut l'habiter seul. Donc, on doit retourner au béaba du vivre ensemble. Et je crois que s'il y a un travail à faire pour les mois à venir, c'est vraiment de travailler pour le vivre ensemble dans notre pays parce qu'il est mis en difficulté objectivement et tous les éléments, tous les rapports, toutes les discussions, ça et là, montrent que on n'a pas peur, on n'a pas peur, mais les Béninois sont inquiets et sont de plus en plus inquiets. Et cela n'est pas pour rassurer. Du point de vue administratif fonctionnel, du point de vue je dirais, de l'éthique ou de l'hygiène politique du pays, oui, il y avait un besoin d'ordonner les choses. Mais à mon avis, ce n'était pas sur le nombre de partis politiques. Le diagnostic, moi, me posait problème. Et c'est pour ça que j'avais dit que le manque de débat politique à l'époque sur ces questions-là a dû conduire à des réformes qui donnent les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est qu'au fond, le peuple béninois, les électeurs béninois, les citoyens béninois avaient dépassé ce niveau du diagnostic. Je venais de dire que quand vous prenez toutes les élections présidentielles depuis 1990, même s'il y a 20 candidats, les 90% des suffrages exprimés, voire 95%, sont sur les 4 premiers ou les 3 premiers candidats. Il n'y a pas d'exception à ça, y compris l'élection de 2016. Première chose. Deuxième chose, quand vous prenez les législatives, les électeurs ne répartissent pas leur suffrage sur plus de 15 partis politiques, pas plus dans le pays. Donc, la sélection dans le corps électoral, dans la pratique, aux urnes, sur le marché politique, sur le marché électoral, se faisait par les partis politiques, par les électeurs eux-mêmes, et disciplinaient
De ce point de vue, beaucoup de temps. Mais si c'est pour des besoins administratifs de ranger les partis politiques, je suis d'accord. Sauf que dans la mise en œuvre, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir, est-ce qu'au fond, les partis politiques se portent mieux tant que ça? Et moi, je fais l'hypothèse, pas l'hypothèse relativement confirmée, que les partis politiques sont presque demeurés les mêmes à part le ravalement de façade du point de vue administratif, qu'il y a un ou deux acteurs qui sont aux commandes de ces partis politiques. Et on peut faire le débat de savoir qui gouverne les deux partis de la majorité. Et on peut faire le même débat à propos du parti de l'opposition. Qui gouverne le principal parti de l'opposition? Les démocrates. Et la réponse sera une ou deux personnes. Le reste, ce sont des agents qui sont placés et les acteurs principaux font ce qu'ils veulent pour leur bien. Et vous pouvez élargir la question, cela n'aura pas changé. En filigrane, il y a une question qui se pose, c'est la viabilité des partis politiques. Et si vous observez bien, les partis politiques, y compris de la majorité, ne tiennent aujourd'hui que par le bâton du président de la République. Le jour où le président actuel n'est pas là, et on le voit, les tendances dans les partis politiques montrent bien que les partis vont encore exploser ou imploser. Et quand vous entendez les acteurs parler dans l'ombre, ce que vous entendez est pratiquement de cet ordre-là. Donc, il me semble que le travail n'a pas été fait parce qu'au fond, dans les partis, il n'y a pas eu la démocratie qu'il y avait dans les petits partis, dans les grands partis qu'il y a aujourd'hui, et le contrôle est toujours tenu par un ou deux acteurs importants. Je veux insister sur un point. Ma recommandation ne commencera pas par un verbe, ça commencera par un nom, talent. Il faut inciter et encourager le président Patrice Talon à dialoguer. Les expériences récentes du pays ont montré que la plupart des acteurs n'ont pas réussi à le convaincre sur ses idées. Il faut encourager, inciter le président Talon à dialoguer. À dialoguer en faisant maintenant une actualisation des points de crispation. Les points de crispation sont, c'est vrai, électoraux, mais ils sont aussi ailleurs dans l'ordre social. Ce qui amènerait donc à revoir ou à réélaborer les moyens de pacification sociale. Et enfin, c'est une recommandation pour nous tous, pour tous les Béninois. Questionner ce que veut le président Talon après 2026. Il faut qu'on discute de l'après 2026 avec M. Talon. Si vous regardez les différents problèmes qu'on a eu dans la sous-région, c'est l'après du président qui est au pouvoir, qui a son deuxième et dernier mandat. On doit discuter qu'est-ce que l'on doit faire. Il me semble que cette recommandation est importante. Ne plus faire tabou de cette question et voir à la fois les moyens sociopolitiques et autres qui permettent peut-être pas de rassurer M. Patrice Talon, mais de l'accompagner à considérer qu'après ces deux mandats, la vie ne s'arrête pas. Il me semble que cette question, on doit l'aborder. Ça ne doit pas être une question taboue. Et ma recommandation est sur ce point. Le débat public sur l'après-Talon et lui-même. Car cette question est importante. Quand vous regardez qui il est, le statut économique qu'il a, puis le statut politique, ensuite les décisions qu'il a prises pendant 10 ans, évidemment, la question peut se poser dans le fond sur ce qui le mobilise à agir comme il agit. Il me semble qu'il y a là quelque chose qu'on doit creuser. Qu'est-ce qu'il veut et comment on doit faire pour après 2026 sans lui au pouvoir pour la paix dans notre pays? On doit en débattre, on doit en discuter.